Plop à vous, bienvenue dans cette émission. Nouvelle invitée aujourd'hui, qui n'est qui est photographe, mais qui n'est pas vraiment photographe et c'est pas forcément pour, sa photo, mais c'est plus pour sa culture, de l'image et sa culture de la photo, que je l'invite, aujourd'hui. Donc, bonjour Sébastien, Bonjour Mathieu, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. comment vas-tu? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Tu content d'être là? Ouais, c'est sympa, ça fait plaisir. Tu content de parler de photo? Ouais, Tu parles plus enfin la relation que j'ai avec toi, tu parles plus photo que t'en fais, en fait. ouais, voilà, j'ai un rapport à la photo qui a évolué au fur et à mesure des années. À la base, j'ai essayé de prendre de la photo, mais vu que je maîtrisais pas trop mon boîtier, j'ai essayé de me développer en plutôt découvrant le travail des autres. Et en fait, j'ai pris une telle passion à découvrir le travail des autres, à collectionner les albums, à aller visiter des expos, à regarder leur travail et tout, que voilà, c'est. Et après, c'est aussi une question de temps. On a tellement de choses à faire dans la vie que voilà, faire des photos, ça prend aussi du temps et voilà, on jongle et on fait comme on peut. On en parlera tout à l'heure de ton emploi du temps de ministre. C'est pire que moi, j'ai l'impression des fois. Donc, je rappelle le principe à ceux qui nous découvrent. Enfin, j'explique le principe à ceux qui nous découvrent et je rappelle à ceux qui connaissent déjà. Il y a 12 questions qui sont toujours les mêmes, en fait, quel que soit l'invité. L'invité a toujours les questions avant l'émission. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Et je m'interdis pas de rebondir sur une question, enfin sur une réponse que pourrait faire l'invité. Les parties ont toujours pas de titre, mais alors si la dernière, il y a un titre. Après, si t'as des idées de titres pour les parties, je suis preneur, mais désolé. Oui. Donc, on est parti. En Igo. Allez, partie numéro 1. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la photo? Qu'est-ce qui m'a fait commencer la photo? Alors moi j'ai commencé, comme pas mal de gens, à découvrir un peu tout ce monde-là par le biais du cinéma. Parce que c'est quelque chose qui est accessible facilement par la télé, les salles de cinéma. Et donc j'ai découvert les prises de vue, le cadrage, la visualisation, tout ça comme ça. Et j'ai eu envie en fait de m'y mettre, mais c'est trop compliqué la vidéo au départ quand tu connais pas, quand voilà, c'est pas quel boîtier à acheter, quelle caméra. Et la photo, c'est plus simple de premier abord. Et la photo, j'en ai toujours fait en fait. Dès tout petit, j'avais un appareil photo jetable au départ pour les vacances. Ensuite, à ma communion, j'avais eu un premier appareil pellicule offert par ma marraine, et ainsi de suite. Donc du coup, voilà, c'était quelque chose d'assez facile parce que c'est plus raisonnable et on peut commencer avec du petit matériel au départ. Et c'est venu au fur et à mesure. Et à mes 25 ans, j'ai décidé que j'avais pas de cadeau cette année-là. Je demandais à tout le monde de participer à la grosse cagnotte. Et là, je me suis acheté un réflexe. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé un peu plus à creuser vraiment la photographie, à m'intéresser plus à la photographie de rue, à voir qu'est-ce que je pouvais faire avec l'appareil, quelles sont un peu ses limites, quelles sont ses capacités. Et c'est comme ça que j'ai exploré. Et après, j'ai eu la chance en fait d'arriver sur Paris à ce moment-là par un hasard professionnel. Et là, je me suis dit, Paris, ça me change de ma banlieue lyonnaise. Donc là, effectivement, Paris, il y a un tel jeu, un tel terrain de jeu, aussi niveau culturel qu'au niveau photographique. Là, je me suis dit, bon, allez, go, on y va, on explore. T'es tellement amoureux de Paris, c'est impressionnant. Je t'ai vu comme guide sur Paris et j'ai bien fait. Franchement, c'était passionnant. Quand tu dis tout petit, tu te souviens quel âge t'avais pour ton premier jetable ou Non, je sais que mes parents parce qu'en fait, on voulait servir de l'appareil de la famille, mais mon père voulait pas trop. Donc chaque année, quand on partait en vacances, mes parents nous achetaient à chacun de nous trois, mon frère, ma sœur et moi, un appareil photo jetable. Donc on avait genre peut-être 24 photos possibles pendant les vacances. Et on faisait ce qu'on voulait avec ces photos et on savait qu'ils nous imprimaient ce qu'on avait fait. Donc oui, effectivement, c'était pas super qualitatif, mais c'était de le garder. Mais du coup, ça permettait de prendre en photo les copains, prendre en photo les souvenirs, des sorties, ce qu'on voulait, quoi. On avait notre petit souvenir à nous qui était propre à chacun de nous. c'est ça? Alors, j'ai découvert là il y a 1 an et demi qu'il ressortait des appareils jetables et tu as 27 poses maintenant. Les 24 ont 3 poses en plus offertes. Donc voilà. Si tu as envie de te remettre au jetable, c'est juste encore. Question numéro 2. Quel style de photo fais-tu? Alors moi, je fais principalement de la photo de paysage. Et j'avais exploré à une époque le portrait, mais j'ai pas eu trop d'occasion depuis. Ça remonte à l'époque où j'habitais à Paris, donc il y a plus de 10 ans. Mais photos de rue, c'est principalement ce que je fais. Ok. Noir et blanc, couleur. Au départ, noir et blanc. Maintenant, j'explore un peu plus la couleur, mais je m'interdis pas de refaire du noir et blanc de temps en temps. Faut que je te ressorte un petit peu et que tu viennes avec moi faire de la photo de rue. Ouais, ouais. Après, la photo de rue, des fois, c'est
on va dire, c'est des fois en voyant le visuel, en étant dans l'émotion, je me dis là, j'ai envie de faire un noir et blanc et je cherche un noir et blanc où le noir et blanc devient à l'évidence. Et des fois, c'est au traitement de la photo où je me dis, je sais pas, il y a quelque chose qui matche pas sur les couleurs, c'est un machin. Et des fois, simplement en se disant, tiens, je vais la tenter en noir et blanc au traitement. Et là, tu dis, waouh, elle se révèle finalement, oui, c'était un noir et blanc qu'il fallait en faire. Mais après, voilà, c'est chacun avec son œil, son ressenti. D'accord. On n'a pas la même vision là-dessus. Mais moi, je sais déjà, en fait, quand je fais une photo, je sais déjà si je la fais en noir et blanc ou pas, en général. 95% de mes photos, je sais comment je vais les traiter, comment je vais les développer derrière. Ouais, on va dire, ouais, je suis peut-être à 80% du temps au départ, je sais que je veux faire noir et blanc ou en couleur. Mais des fois, c'est quand la couleur, ça marche pas, qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose d'intéressant quand même sur la photo. Et je fais l'essai pour tester avant de dire je la mets de côté complètement. Et des fois, en passant en noir et blanc, tu dis, tiens, il y a quelque chose qui ressort, qui ressortait pas en couleur. Ok. Question numéro 3. Argentique ou numérique? Ouais, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Ça va être le numérique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est la facilité de pouvoir se dire, tu peux faire autant de photos que tu veux, tu as pas cette limite du coût matériel de la pellicule, d'attendre le développement pour voir quel est le résultat. C'est quand tu fais ta photo en argentique, bah, tu as cliqué, tu voyais par l'œilleton, mais tu te rends pas compte de ce que ça va être le résultat. Le numérique, tu as tout de suite un aperçu possible de ta photo, tu peux la voir après sur l'ordinateur. Rien ne t'empêche de prendre 10 fois la photo en te déplaçant d'un mètre à chaque fois pour changer légèrement l'angle de vue. Alors qu'à l'argentique, oui, tu peux faire 10 fois la même photo si tu veux en te décalant, mais ça va pas être le même tarif. Ah bah non, non. Là, après, moi, tu vas regarder sur ta contact sheet ce que ça donne, mais du coup, c'est. Mais ça, tu vois, je le faisais au départ, de shooter énormément, et plus le temps passait, plus je me disais non, mais réfléchis à l'avant, avant d'appuyer sur le bouton, bah, texte, parce que tu peux voir à l'œilleton. Déplace-toi, regarde quel angle te plaît le mieux, fais tes réglages, choisis. Et là, à ce moment-là, quand tu penses avoir la photo finale, fais-le. Mais c'est vrai qu'au tout début, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai shooté énormément et en fait, tu te retrouves avec 30 fois la même photo du même monument pour qu'en fait, il n'y en ait qu'une qui soit celle que tu voulais, quoi. Oui, non, mais c'est ça. On aurait tous passé par là, je pense un peu. Mais la prochaine fois qu'on sort, je te dirais, voilà, t'as le droit à 24 déclenchements, pas plus. Je te mettrai ça comme défi et tu vas râler. Ouais, parce qu'effectivement, par exemple, quand je pars en vacances, mais j'en shoot énormément. Du coup, j'en ai tellement que des fois, c'est décourageant quand tu vois le nombre de photos qu'il y a à trier pour dire, tiens, par exemple, je suis parti à La Réunion, je suis parti 15 jours, j'ai dû revenir avec 5000 photos. Voilà. Voilà. Et il y en a peut-être 200 ou 300 qui sont très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de déchets dedans. Mais quand tu vois la quantité de trucs à trier, plus oui, je suis très occupé en permanent. Des fois, tu dis non, en fait, j'y laisse là et tu passes à la suite. Ouais, non, bah, on en discutera peut-être à un autre moment, mais pour moi, je pense que c'est important justement de prendre son temps, de trier ses photos, d'avancer. Alors, je suis rentré de Londres il y a 10 jours maintenant. Au moment où on enregistre, ça fera beaucoup plus quand ça sera publié, l'épisode. Mais j'ai toujours pas. En fait, j'ai retouché quelques photos quand j'étais là-bas, mais je laisse décanter en fait ce que j'ai vu à Londres, ce que je continue, parce que j'expliquais dans mon podcast. J'ai l'émission enfin, j'ai Instagram qui continue à m'envoyer des photos de Londres et je me dis putain, je suis pas passé là et tout. Mais je pense que c'est aussi important de laisser un peu décanter, mais pas trop. Et derrière, de faire un tri et de faire un livre. Enfin, moi, je fais des livres photos, mais d'en imprimer une ou deux, d'avoir une sélection et de se dire c'est les plus belles photos que j'ai faites à Londres. Et comme j'ai déjà été à Londres une fois, je vais comparer ce que j'ai fait avant. Mais ouais, prends le temps. Enfin, c'est le conseil que je te donne là, mais prends le temps de faire le tri de tes photos. Dis-toi, allez, samedi matin, je trie 100 photos, 200 photos, où je passe juste 1 heure à trier des photos, puis je m'arrête au bout d'1 heure. Et puis, prends le temps, mais tu verras, ça sera gratifiant après de te dire, ok, j'ai donné vie et elles sont pas juste restées dans un ordinateur. Oui, parce que des fois, c'est frustrant. J'en ai des quantités comme ça qui dorment dans le PC. J'en publie très peu. Je publie celles que je prends instantanément sur le téléphone parce que quand je suis en sortie, j'ai l'appareil et j'ai le téléphone et ça m'arrive de dire tiens, j'ai envie d'en partager une tout de suite en story ou en publication Insta. Donc, t'en fais une tout de suite avec le téléphone et celle-là, elle est visible. Et des fois, ça frustre les autres en me disant ah, t'es passé à tel endroit, t'as dû voir des trucs magnifiques, mais tu nous partages pas, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Question numéro 4. Quel est l'appareil photo qui permet de faire des belles photos?
En fait, c'est pas l'appareil photo qui permet de faire des belles photos, c'est le photographe qui permet de faire des belles photos. J'ai ce point de vue-là où en fait, peu importe le matos, parce que tu peux y mettre des millions, bon, non, pas des millions, c'est des milliers d'euros dans le matos, mais si tu sais pas comment t'en servir et si tu n'as pas de vision, si t'as pas d'idée de quoi que ce soit, oui, en fait, ta photo elle sera moche, ça servira à rien. Par contre, effectivement, tu peux avoir un matos qui est assez rudimentaire parce que pour X ou Y raison, mais tu as une intention photographique, tu as une idée de ce que tu veux, tu as un œil, tu sais ce que tu veux, et là, tu peux avoir une très belle photo. Il y a des gens qui font des photos magnifiques avec des téléphones portables qu'ils ont dans leur poche parce que ben, la lumière est là, la composition est là à ce moment-là, ils la shootent comme ça. Et des fois, ça marche pas. Mais voilà, on tente le matériel, mais tente quoi qu'il arrive avec ce que tu as sur toi parce que des fois, comme beaucoup de gens, on se promène pas avec notre appareil photo en permanence. Oh, mais c'est pas parce que t'as un Leica ou un Alpha Voilà. Mark II ou même Mark I Donc, que tu feras des belles photos, hein. ouais, voilà, il y a quelque chose moi un peu qui m'agace aussi chez les gens, c'est à chaque fois qu'ils me posent la question, c'est quoi la marque de ton téléphone? C'est quoi la marque de ton appareil photo? Il fait des belles photos. Non. Non. Alors oui, le résultat final, c'est qu'il a fait une belle photo, mais parce qu'il a fait une belle photo, parce que c'est la personne qui est derrière qui a choisi les réglages, qui a fait la composition, c'est qui a choisi à quel moment déclencher. Non, non, c'est pas parce que sinon tu poses des téléphones ou tu poses des appareils photo, et abracadabra, fais-moi une belle photo. Non, ça. C'est- en cycliste, en cyclisme, c'est pas le vélo qui fait que tu vas plus vite, c'est pas. Oui, ça aide, mais ça fait pas tout. Oui, c'est pas des crampons qui font le bon footballeur, quoi. C'est ça, c'est justement. Ah, j'ai fait un mauvais match aujourd'hui parce que le ballon n'était pas bien rond. Non, c'est juste que t'as pas été bon sur le terrain, puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Mais bon, merci pour cette réponse. Question numéro 5 et dernière de la première partie. Pro ou amateur, ça change quoi pour toi? Alors, l'amateur, c'est celui qui est fan de photo, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, à son rythme, sans aucune obligation, si ce n'est celle que ce qu'il a envie de faire lui. Et le professionnel, il y a un rapport, effectivement à la professionnalisation, il y a un rapport à l'argent et alors après pour moi je distingue deux types de professionnels. Il y a le professionnel, où là il y en a très peu, qui sont on va dire, les gens qui font exactement ce qu'ils veulent, comme ils veulent et qui sont sollicités, qui vendent leurs photos, dans des galeries, dans des expositions, c'est comme des Annie Leibovitz ou quoi que ce soit, qui ont décidé de faire ce qu'ils veulent et il y a de la demande et il y a un public qui suit et après il y a une autre part de professionnels qui est quand même un peu plus conséquente et qui va être du photographe qui va plutôt faire de la commande. Donc ça peut être de la photographie culinaire pour illustrer des menus de restaurants, pour illustrer des livres. C'est de la photographie qu'on va faire pour les grossesses, les shootings comme ça. C'est de la photographie scolaire. Il y a toute une photographie professionnelle, mais on en a besoin de ces photographies-là. On ne veut pas se contenter d'avoir des supports qu'avec du texte. On a besoin d'illustrations. C'est du reportage en entreprise, c'est du témoignage. Après, c'est du photojournalisme où là, on va être un mix entre les deux, entre témoigner sur ce qui se passe dans le monde et avoir une vision d'œil de photographe sur comment on va le montrer. Voilà, il y a plein de choses, mais après, c'est cette volonté aussi entre l'amateur et le professionnel, c'est de vouloir en vivre. Oui. C'est de se dire, la photographie, ça me plaît, mais je veux en faire mon métier. Moi, personnellement, je vois que je voudrais pas passer mes journées à faire de la photographie et traiter des photos. Moi, ça reste une passion, je l'apprécie telle qu'elle est, mais je la laisse à sa casse-passion. Il y a d'autres choses qui m'intéressent pour le professionnel et j'aime bien pouvoir justement jongler, faire quelque chose au travail et faire autre chose dans mes passions. Ok. Non, non, mais je suis 2000% d'accord avec toi. On n'avait jamais discuté de ça avant, mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a des gens qui sont pas d'accord, et puis voilà, Oui, on est tous divers et chacun son opinion, hein. De toute façon, c'est ce qui fait la richesse du monde, hein. mais c'est pour ça que je garde, ce que tu viens de dire est très intéressant, mais c'est pour ça que je garde toujours ces mêmes 12 questions et que je les pose à des gens différents, et en fait, j'ai pas les mêmes réponses d'une personne à une autre. Et il faudrait que je fasse peut-être un bilan à la fin de l'année de savoir qu'est-ce qui, quelles sont les réponses qui sont le plus ressorties en fonction de la question et autres. On verra. On verra au bout des 12 pauses photographiques ce qu'il en est. Partie numéro 2. Donc, 6e question. Quelle est ta définition de photographe? Photographe, moi je dirais c'est celui qui fait des photos. J'y mets pas plus de contraintes. Celui qui fait des photos avec si je vais rajouter un petit truc. Celui qui fait des photos avec une intention, avec une volonté de faire quelque chose. Parce qu'effectivement, Tata Micheline qui fait des photos à l'anniversaire de sa sœur, oui, elle fait des photos, mais Il y a l'intention. il y a une intention quand même, de garder le souvenir, de témoigner de cet anniversaire-là. Mais après, effectivement, le photographe, normalement, il y a un petit truc en plus, mais après, c'est flou. La notion de photographe, c'est celui qui fait des photos et après, il met ce qu'il veut derrière. Oui, non, mais voilà. Ok, ça me va. C'est ta réponse, ça me va. Rien à dire.
Question numéro 7. Traitement, développement, retouche. Tu as quel avis sur ces pratiques? Bah déjà, j'ai envie de dire que c'est des pratiques qui ont toujours existé. Parce qu'effectivement, au tout départ, on était sur des plaques photographiques et effectivement, tu avais un développement avec les produits chimiques et plus ou moins d'intensité que tu mettais sur tes acides et autres, déjà, tu ressortais quelque chose de totalement différent. Donc quand on dit que la retouche, c'est quelque chose du 21e siècle avec les ordinateurs, non, ça a toujours existé. On avait ces choses-là. Après, effectivement, ça arrivait que certains, effacent des détails en peignant sur la photo. Il y a toujours eu, en fait, donc du coup, c'est un débat un peu qu'on a contemporainement, mais en fait, ça a toujours existé, mais les gens s'en apercevaient pas. Après, il y a, développement de la photo, traitement et il y a, la retouche excessive. L'instagrammeuse qui va effectivement, se grossir la poitrine, s'affiner le ventre, se gonfler les lèvres, une chose comme ça. Là, on est sur de la retouche qui finalement, flatte l'ego et ne sert pas le travail photographique. Oui, non, mais vraiment. Voilà, après il y a toujours eu chacun après moi je pars du principe chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est libre, on est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut de ses photos. Après, elles plaisent ou elles plaisent pas, bah ça, après, c'est un autre point de vue. Mais je suis libre sur cet aspect. Et pour moi, en fait, la photo brute, souvent, elle est pas très belle, quoi. Elle nécessite justement un peu de travail. Alors, on s'en rapproche le plus possible avec les réglages qu'on fait au départ, mais il y a toujours besoin de corriger quelque chose, de travailler un petit peu le contraste, la luminosité, de travailler légèrement les couleurs. C'est des micro-traitements. Et après, effectivement, tu peux partir sur du fantastique si tu as envie de rajouter des décors ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a un photographe que j'aime bien, alors on va dire ce qu'il est scandinave parce que du coup j'ai du mal. C'est pas grave déjà de. Il s'appelle Erik Jonasson, je crois, un truc comme ça. Et lui, en fait, il va faire de la photographie avec des montages qui sont très, très féeriques, très poétiques. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai deux de ses albums, j'ai pas encore le troisième. Et en fait, oui, à la base, il est photographe, mais en fait, il a voulu partir sur une dimension très poétique de la photographie. Et donc, du coup, s'est mis à faire des photomontages pour parfaire en fait l'univers qu'il voulait créer. Et donc du coup, on se retrouve avec un visuel qui est pas une photo à 100%, mais qui est quand même une image et qui est très belle. Et là, du coup, il a laissé exprimer sa créativité, faire ce qu'il avait envie avec le retouche que lui permettait de faire l'ordinateur. Je... On mettra un lien vers son travail, son Insta ou son site internet s'il a tout ça, mais Oui, oui, il est. dans la description, voilà, allez voir le travail de Eric Jonasson. Ouais, je trouve que ça doit se prononcer comme ça. Je sais pas sur le nom, mais c'est effectivement entre les auteurs de polar scandinaves que je lis et les photographes, des fois je fais un peu de mix, mais on vérifiera et on mettra le nom exact dans la description. C'est ça, exactement. Eric, tu les écoutes, on est désolé. Je mets ton nom. Euh, j'ai eu 2 appels aujourd'hui, les 2 ont massacré mon nom de famille, hein, donc voilà. Question numéro 8. Si tu devais sortir une seule photo dont tu es fier, ça serait laquelle? Attention, elle est en miniature de cet épisode. Alors, j'ai longtemps réfléchi, parce que vu que Mathieu m'a envoyé les questions quand même plusieurs semaines auparavant, je me suis dit comment résumer mon expérience avec la photo en une seule photo. Alors, c'est pas forcément résumé, ça peut être. Non, non, mais celle que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui, celle qui me parle plus, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais j'en ai une que j'utilise comme fond d'écran sur le téléphone. Ça fait 10 ans que c'est la même. Ça fait 10 ans qu'à chaque fois que je la vois, ça me procure un peu la même émotion, le même souvenir. Alors, c'est une image qui est plutôt personnelle, parce qu'effectivement, c'est une photo de Notre-Dame de Paris, que j'ai prise un an après avoir déménagé quand j'y suis revenu en week-end. Donc, c'était la première fois que je remettais les pieds à Paris après avoir quitté Paris. Ce qu'elle me plaît, c'est que, ben, du coup, il y a mon petit Lego aussi, donc c'est une autre passion. C'est comme ça que j'ai connu Mathieu avec les Lego. Et là, en fait, je voyais qu'il y avait une femme qui essayait de faire une photo avec son mari, et donc du coup, je voyais qu'elle sautait. Et en fait, elle a fait plusieurs essais. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Par contre, j'ai pas le temps de trop réfléchir. Faut que j'aille très vite. Donc, j'ai vite fait ouvrir mon sac à dos pour sortir la figurine. Tu positionnes la figurine, tu essaies de trouver ta composition très vite pour que dans le champ, tu aies aussi bien ta figurine, la cathédrale et la fille qui saute. Donc, la photo finale est légèrement tordue, elle est pas très horizontale, mais tu as très peu de temps. Là, ça se joue en 10 secondes, même pas, donc il faut aller hyper vite. Et c'est une des photos que j'aime le plus parce que ça résume Paris, ça résume les Lego, l'art et la spontanéité de la photo. J'y retourne une minute après, la femme n'y est plus, la photo ne se fait pas pareil. C'est ça que j'aime dans la photo. Tu peux avoir la luminosité qui va changer sur un bâtiment en une minute, le soleil a été caché par des nuages, donc ça sera plus le même aspect. Les passants seront déplacés, et donc du coup, la photo, elle se joue à 10 secondes près maximum, et c'est ça que j'aime aussi dans cet aspect-là. C'est ça. D'où le titre du podcast, Explorateur de l'instant. Donc voilà. Question numéro 9. Enfin, on est déjà à la 9e. Aucune limite, sauf les lois de la physique. Quelle photo ou projet tu fais? Alors si j'ai pas de limite, dans ce cas-là, je me fais plaisir.
shoot des modèles, mais dans ce cas-là, je vais être sélectif. J'aime les vieilles actrices. Bon, vieilles, façon de parler, c'est pas des fois, elles sont pas très vieilles, mais j'aime les actrices parce qu'en fait, elles ont l'habitude d'exprimer des quantités d'émotions, aussi bien les actrices de théâtre que les actrices de cinéma. Des personnes comme Kate Blanchett qui ont déjà 25 ans de carrière, ou même des fois des actrices plus âgées comme Judi Dench, Glenn Close. Elles ont tellement d'expérience, tellement de pratique de jouer avec leur visage, leur émotion, leur théâtralité, choses comme ça. Donc déjà, rien que shooter ces genres de personnes, ça doit être magnifique de pouvoir collaborer avec elles. Tant qu'à faire, vu qu'on se fait plaisir, eh ben on fait ça dans une ville magnifique. Pourquoi pas Paris, sur le point... sur... Je vous ai dit, sur le pont Alexandre III, je sais pas, des choses comme ça. Mais même à Lyon, on a des paysages magnifiques à Lyon. Et tant qu'à faire, bah, tapons dans les marques de luxe françaises, qu'elles soient habillées en Dior, en Chanel, en Saint-Laurent, toutes les folies sont possibles. Et même vu que toutes les folies sont possibles, on en prend plusieurs d'actrices. Et on fait de la photo de rue, on fait un shooting sauvage comme ça, de photo de rue et photo de mode avec elle comme ça dans la rue, au gré des envies et des instants. Ah oui, ça va être quelque chose qui m'enthousiasme. Tu viens de me donner une idée pour un projet futur. Euh, Ok, ça marche. Ouais, donc vraiment, vraiment budget. Tu m'as dit zéro limite. Zéro limite, mais zéro limite. Mais je kiffe cette idée. Je kiffe cette idée. Donc il n'y a pas de souci. Ah, c'est une bonne idée, c'est une horreur. On attaque la partie 3, parce que j'ai rien à redire sur ce projet de dingue. Euh, Quelle est la dernière expo, le dernier livre, compte Instagram ou autre, hein, quelque chose de culturel, que tu as découvert et que tu aimerais partager? Et bah du coup pour moi ça sera 3 parce que j'ai un petit dicton, la culture c'est comme la confiture, donc la plupart des gens répondent quoi? Bon, bah, plus on l'étale. Et ben moi c'est plus il y en a, meilleur c'est. Je suis très gourmand donc j'aime voilà, s'il y a beaucoup de confiture sur la tartine, c'est meilleur. Donc la culture c'est pareil, plus il y en a, meilleur c'est. Si on veut partager 3 trucs, donc on peut parler d'une exposition, de photos de Lee Miller. Donc je vais régulièrement à Turin, en Italie, 2 fois par an et j'en profite à chaque fois pour visiter un musée ou une galerie ou une expo. Et là, j'ai eu la chance, en préparant, cette sortie-là, de voir qu'il y avait une expo de Lee Miller. Donc Lee Miller, certains ne connaissent peut-être pas, c'est une photographe qui est connue principalement pour son travail de couverture de la Seconde Guerre mondiale et de libération des camps. C'est la première femme à avoir photographié les camps et s'est battue pour que ce soit publié, dans Vogue, pour qui elle travaillait. Vogue, UK n'a pas publié, mais Vogue US, l'a fait, donc voilà, son travail a quand même été connu à ce moment-là. Elle est un peu tombée dans l'oubli et son fils, s'est donné comme mission de faire connaître son travail et au bout de 20 ans d'acharnement, il a réussi à toucher, Kate, Winslet et ils ont décidé ensemble d'écrire un film et de sortir un film, donc un film de 2023 si je me trompe pas. Ouais, j'aurais Un dit truc comme ça, ouais, 2024 peut-être. 2024, Mais après voilà, il y a des fois des décalages entre les États-Unis, sorties des États-Unis et françaises, mais voilà, c'est là que j'ai découvert Lee Miller, avec le film et donc du coup ça m'a donné envie d'explorer et quand j'avais vu cette expo possible à Turin, je me suis dit: «Bon bah je propose ça à mes amis, il y aura pas de choix, non je propose pas, j'impose». Donc voilà, effectivement, ça me permet de découvrir un travail, qui a quand même plus de 80 ans et de voir effectivement comment une femme, photographe, donc une femme artiste, c'est quand même compliqué à cette époque-là pour les femmes artistes de réussir à exister, de pas être cantonnée à un rôle un peu de modèle parce qu'à la base elle était modèle. Elle faisait un peu de photos de studio, de différents mannequins et ça a été un combat pour elle de pouvoir, proposer autre chose, et d'aller, montrer la réalité du monde et pas se contenter de dire: «On est Vogue, on publie des mannequins et des photos de vêtements». Non, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a, un travail à faire et même sous l'angle du photographe de mode, on peut faire quelque chose pour témoigner du monde qu'on vit, à l'heure actuelle. Ouais. Euh, alors, avant que tu passes au deuxième, il y a un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Doretti, qui a fait un reportage sur Lee Miller, qui est disponible sur YouTube. Donc, pareil, je mettrai le lien dans la description. Et je te conseille parce que il est très très bien fait et il est sorti quelques mois avant le film. C'est un peu le hasard des calendriers, mais voilà. Je te conseille de regarder son travail. Et c'est pas du tout la même. Enfin, j'ai vu les deux, hein. J'ai vu le film et j'ai vu le reportage. C'est pas du tout le même angle, c'est pas du tout la même façon, la même approche. Euh, et je suis resté scotché en fait. Clairement, c'est son reportage qui m'a donné envie d'aller voir le film. J'irai découvrir. Voilà.
Et pour le deuxième, on va faire un mix. En fait, du coup, on va parler d'un photographe qui, à la base, fait de la photo. Donc, du coup, j'ai découvert son travail comme ça et qui s'est mis à la réalisation il y a quelques années. Et du coup, on va parler du coup, précisément de Vincent Munier. Donc, chaque année à Noël, je fais une liste à mon père. À chaque fois, il me dit qu'est-ce que tu veux. Bon, bah, ça se résume toujours des livres photos. Et donc, du coup, je lui fais une sélection de différents livres que j'aimerais. Et cette année, il m'a offert un livre de Vincent Munier qui s'appelle Tibet Minéral. Tibet Minéral Animal. Donc, qui est en fait un reportage photographique qui lui a servi pour la réalisation du film La Panthère des Neiges. Film pour lequel il avait eu un César cette année-là. Donc, j'ai pas vu ce film-là. Mais par contre, je vous conseille Le Chant des Forêts, film qui est sorti en décembre, fin novembre 2025, où là, c'est une petite pépite. Parce qu'effectivement, c'est un film d'un photographe, un photographe animalier qui adore la nature. Parce qu'effectivement, je n'avais pas dit, Vincent Munier, c'est vraiment un photographe d'animalier qui va explorer le monde, qui va passer 3 mois s'il faut dans le cercle arctique pour trouver les dernières traces de loups qui sont là-bas, ou bah, t'attends tous les jours en espérant le croiser pour pouvoir faire enfin la photo qui va te permettre de dire oui, il y a encore et je l'ai vu. Et donc, dans le champ des forêts, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as cet aspect d'exploration de la forêt. Donc, on commence en France et en fait, il remonte jusqu'au nord de l'Europe pour témoigner un peu de comment sont les forêts maintenant, quel est l'impact de l'homme sur les forêts, et de voir que des espèces qu'on pensait un peu très rares, finalement, le sont plus autant. Avec le temps, on a pris conscience qu'il fallait préserver nos forêts, et donc, du coup, par exemple, le grand tétras, qui est un oiseau assez rare et des choses comme ça, finalement, il le voit plusieurs fois en quelques années pendant le reportage, alors que son propre père lui disait qu'il l'avait vu pour la première fois à 50 ans. Oui, oui. Donc du coup, j'ai adoré cet aspect-là. Et il y a un autre angle qui est très intéressant dans ce film-là, c'est aussi la relation entre les trois membres. Il y a Vincent Munier qui est là et qui fait le reportage documentaire avec son propre père et son fils. Et donc du coup, il y a la relation des trois aussi qui se noue comme ça tout le long du film. Et on adore de voir ça, ce lien en fait pour l'amour de la nature, l'amour de l'exploration qui se transmet de génération en génération. Donc là, je fais mes petits pronostics. Je leur souhaite encore un César là pour la prochaine cérémonie. Parce que c'est vraiment un documentaire qui est vraiment magnifique. Tu vis à Lyon, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as vu l'expo de Vincent Munier au Musée des Confluences? Oui, j'avais été la voir. Et t'en as pensé quoi? Bon, de toute façon, en même temps, de toute façon, dès que c'est un photographe que j'adore, je suis pas objectif. Donc tu me proposes une expo de Sébastien Osalgado, de Steve McCurry ou de Julian Mayer, je vais te dire toujours j'adore. Oui, mais euh, Après, les expos au musée Confluence, l'inconvénient, c'est que les salles sont petites, il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Pour de la photographie, c'est un peu léger, quoi. euh, j'ai oublié le nom du photographe que j'avais découvert justement au Musée des Confluences, mais qui est lyonnais aussi. Marc Ribot, peut-être? Kibou. Voilà. Euh, j'ai trouvé que l'exposition au Musée des Confluences était super bien faite. Il y avait 100 photos et je trouve que ça donnait envie de découvrir plus, ça donnait envie d'en voir plus et c'était vraiment cette impression de haut du panier. Vincent Munier, il y avait 12 photos. C'était plutôt pauvre. Et t'es là en train de dire, bah non, en fait. Et puis alors, je suis pas fan du flou, même si. Enfin, à l'époque, j'étais pas fan du flou, même si les dernières photos que j'ai faites de hockey sont floues. Alors, c'est du flou volontaire, hein, voilà. Mais j'étais en train de me dire, mais pourquoi, en fait? Pourquoi en mettre si peu, alors qu'il a un talent de dingue, en fait, à faire ses photos, que c'est. Ouais, que c'est agréable, qu'il est capable de faire des trucs de fou furieux et on nous met 12 photos. Ouais, non, c'est pour ça que pour moi, les expos photos au musée de Confluence, alors c'est une introduction, c'est quand même sympa qu'ils en font, qu'ils en proposent et qu'il n'y ait pas que de l'aspect, comment on appelle ça, sciences naturelles, voilà, au musée, qu'ils ouvrent un peu à d'autres aspects. Mais si on veut des expos photos intéressantes à Lyon, la Sucrière en proposait des sympas. Alors ça fait un moment qu'ils en ont pas proposé, mais à la Sucrière à Lyon, pour ceux qui sont lyonnais, il y a vraiment une surface qui est énorme et qui permet d'avoir des très grands formats, ce qui est agréable aussi sur les photos. Quand elles sont imprimées en très grand, ça permet de voir vraiment tous les détails, des choses comme ça, qu'un tout petit format nous permet pas, surtout quand on est en expo, qu'il y a 20 personnes qui regardent la même photo. Voilà. C'est ça. Bah, justement, à la sucrière, j'ai vu, tu as parlé tout à l'heure de Salgado et de McCurry. Les expos étaient super bien dosés, donnaient envie d'en découvrir. Alors, comme après beaucoup d'expos, il y a un magasin qui vend des machins et autres.
mais ça donne envie d'ouvrir des livres, ça donne envie d'acheter un livre, ça donne envie de chercher plus d'infos sur ces gens-là. Et la dernière, la sucrière, j'ai l'impression d'avoir eu... alors, c'est pas par rapport au travail du photographe, faut pas le prendre personnellement, mais j'avais l'impression d'avoir un vomi de photos. C'était quoi Il y avait... c'est pas Erwitt, Elliot Erwitt, c'est possible. Elliot Erwitt. Alors, personnellement, je l'ai pas vu à Lyon parce que je l'avais vu à Paris avant. Mais à Paris, le sentiment que j'avais, c'est qu'il y avait un fil conducteur, il y avait une logique. Et par contre, je te rejoins, c'est des critiques que j'ai lues sur Lyon, c'est que c'était un peu en désordre. Alors, c'était organisé tel que c'était organisé. Enfin, voilà, je vais pas remettre en question la personne qui organise l'expo, mais il y avait 300, 400, peut-être 500 photos. Et en fait, ça fait beaucoup trop. Tu n'ingères pas. Et puis, à la fin, tu ne supportes plus. Et puis, tu as cette grande salle avec plein de photos en couleur, alors que tu viens de passer 2 heures d'expo en noir et blanc. Et tu fais, OK, il s'est mis à la couleur à un moment, mais il n'est pas passé comme ça en se relevant le matin en disant, eh tiens, j'arrête le noir et blanc, je fais de la couleur. Non. Si tu fais un fil conducteur sur l'histoire, sur son histoire à lui, commence à mettre un petit peu de couleur au milieu des noirs et blancs, puis après tu passes avec plus de couleur que de noir et blanc, et après tu mets que de la couleur. Et puis réduis le nombre de photos, quoi. Je vais dire une méchanceté, mais s'il y avait 500 photos, j'avais l'impression qu'ils avaient vidé les tiroirs, qu'ils avaient sorti tout ce qu'ils avaient pu, enfin, ils en ont mis trop, il n'y avait pas de sélection, Non, mais et voilà. Non, mais d'où l'importance d'avoir un commissaire en fait vraiment expert là-dessus qui sache construire une cohérence d'une exposition avec un parcours, avec un fil conducteur choisi. Et c'est un vrai métier, quoi, commissaire d'expo, aussi bien que ce soit pour de la peinture que pour de la photographie. Il y a quelque chose, il faut pouvoir être capable de créer une mise en scène, de créer une scénographie et de créer un fil conducteur qui soit agréable pour le public. C'est ça. Et c'est pas juste je pose des photos de photographes connus au mur. Ben voilà, c'est exactement ce que j'ai eu l'impression avec Elliot Erwitt. J'ai plein de photos, je sais pas choisir, je les mets partout. Il y a un fil conducteur, mais je l'explique pas. Et puis voilà, en fait. Alors, il y a un moment, il y a un petit panneau qui explique que il a fait de la publicité en couleur et qu'il se séparait, machin. Ok, pas de souci. Mais c'est trop tard, en fait. C'est beaucoup trop tard. On est déjà, en fait, dans cette salle avec plein de couleurs, alors que ça fait 2 heures qu'on est au noir et blanc. C'est trop tard. Enfin, pour moi, elle était ratée. Mais voilà. Mais je te remercie. T'en avais pas un troisième? Ben, c'était le film, en fait, on parlait Ah voilà, de Vincent Munier, j'ai vu le film. Après, non, après, si vous vous branchez sur le cinéma, il faut faire un podcast spécialement sur le cinéma dans ce cas-là. oui. Parce que c'est pareil, le cinéma, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi dans ma vie. Je vois plus de 200 films par an, j'ai une carte illimitée. Et voilà, et le cinéma m'apporte aussi sur le point de vue de photographe. Parce qu'effectivement, un cinéaste, ben, il a une vision artistique, mais il a aussi un directeur de la photographie qui apporte quelque chose de visuel. Ah, c'est bon. Voilà, les gens qui arrivent à faire 15 000 choses en regardant un film chez eux, non, ils regardent pas de film, hein. Ils écoutent le film, à la limite. C'est ça. Mais un cinéfilm, voilà, on se pose devant et on apprécie ce qui est montré visuellement. Le film d'hier soir, je me suis endormi devant. Ouais, bon, après, il y a des mauvais films aussi. Il faut bien les remettre non, enfin, Question numéro 11, parce qu'il faut revenir un petit peu au fil du podcast. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu pour ta pratique photo et de qui? Alors, je vais parler de Lilian. C'est un de mes collègues quand je travaillais dans les Yvelines, qui lui faisait de la photo, beaucoup plus de photos sportives, de meetings aériens, des choses comme ça. Et en fait, son conseil, c'est ose. Vas-y, fais-le. C'est pas parce que tu maîtrises pas ton boîtier, c'est pas parce que tu n'as pas une vision artistique ou quoi que ce soit qu'il faut rien faire. Vas-y, justement, c'est plus tu feras, plus tu arriveras à avoir une démarche qui te plaira, plus tu arriveras à avoir un œil, plus tu arriveras à maîtriser ton boîtier. Mais si tu oses pas, mais ça c'est de manière générale dans la vie, pour tout artiste ou quoi que ce soit, faut y aller. Faut créer. Au départ, on fera des choses qui seront pas forcément satisfaisantes pour nous, qui après commenceront à nous plaire et ainsi de suite. Mais oser y aller, oser le faire. Je ferai peut-être un podcast où je ferai peut-être un truc là-dessus sur le fait d'oser et de se lancer justement dans la photo et d'y aller en fait, franchement, de faire des erreurs, de voir où sont ces erreurs et de continuer. Donc non, mais il a un Instagram, son monsieur, ou pas du tout? Non, non, Non. il est de la vieille école. Mais il a un Facebook sur lequel il active plus beaucoup. Non, non, Lilian, Bon, c'est moderne. on mettra son nom dans la description aussi. Dernière question.
pour terminer, quel est le conseil ultime que tu puisses donner à un photographe? Je dirais, c'est d'être curieux. Pas de rester dans son monde, c'est d'être ouvert. On est sur un monde, voilà, on est plus de 7 milliards sur Terre, c'est d'être ouvert à ce qui se passe dans le monde, c'est d'être ouvert à ce qui existe ailleurs, d'aller explorer, d'aller voir ce qui se passe dans d'autres cultures, dans d'autres formes d'art. Parce qu'en fait, je pars du principe que tout nous nourrit. Et plus on va avoir de choses, plus on va avoir de diversité, plus on va avoir d'émotions diverses ou quoi que ce soit. Et ça va nous apporter plus ou moins quelque chose qui va nous permettre d'avancer et d'explorer dans notre vie d'humain et dans notre vie d'artiste. Parce que sinon, on peut rester dans sa petite zone de confort à faire toujours les mêmes photos de rue de Lyon et en fait, finalement, au bout d'un moment, notre travail sera toujours le même. Si on va explorer d'autres villes, bah, déjà, c'est plus facile quand on change de décor, mais si on est simplement en se nourrissant de ce qui se passe ailleurs, on va pouvoir affiner notre regard, affûter notre façon de voir les choses, notre façon de faire, notre façon de procéder et je pars du principe que, voilà, la richesse, pour moi, c'est quelque chose d'assez important dans ce monde et on a, plein de choses à disposition pour, se nourrir culturellement et qui va nous apporter artistiquement, quelque chose. Je reviens sur ce que tu disais, changer de ville ou choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup de copains qui font de la photo, je fais de la photo et on me dit: «Ah, on se retrouve place Bellecour, on se retrouve, dans le Vieux-Lyon et cetera pour faire de la photo». OK, c'est cool, mais une fois que tu as fait 18 fois le tour de ces quartiers-là et je suis en train justement de sortir de ces quartiers-là, d'aller à la Part-Dieu, d'aller, Saxe-Gambetta, enfin, boulevard, je sais plus comment il s'appelle, le boulevard qui est nord-sud justement, d'aller justement dans des quartiers où on n'a pas l'habitude d'aller faire de la photo. Hier soir, c'est dans le 6e, où j'ai pas l'habitude d'aller, j'ai découvert des trucs. Ah oui, et on peut explorer sans que ça soit, très loin et très cher, hein. Et Jusque mais c'est ça et en fait, bah, moi, ça me fait un bien fou parce que je fais quelque chose de différent et je fais quelque chose, qui change, et puis, bah, je retravaille ma photo différemment, je travaille mon éclairage différemment et je suis d'accord avec ce conseil-là, qui marche bien. Après, il y a des gens qui vont faire toujours la même chose et puis, voilà. Là, j'ai vu une série d'une photographe qui prenait ses parents en photo à chaque fois qu'elle quittait la maison. Première fois, c'était, quand elle est partie à l'université et à chaque fois qu'elle revenait à la maison, au moment de partir, tu as ses parents qui disent au revoir et cetera. Donc tu vois le cadre de la fenêtre de la voiture, qui évolue un peu, tu vois les parents qui évoluent, mais la maison reste toujours la même derrière et tu vois à un moment le papa ne plus être sur les photos et cetera et c'est toujours la même chose. Ça reste intéressant, mais oui, parce que là, le message, c'est le temps qui passe. c'est ça. Parce qu'il y a un message, parce qu'il y a une intention, comme on disait tout à l'heure, mais j'ai aussi, moi, cette envie de voir différentes choses et d'essayer différentes choses. Oui, bah, c'est normal, on est humain, et justement, il faut explorer. Ah ouais? Et c'est un des trucs les plus fantastiques qu'on a dans notre vie, quoi. On est dans un pays libre où on peut bouger comme on a envie, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, c'est génial là-dessus, de ce côté-là, et ça, ouais, comme je disais, ça coûte pas grand-chose. Et pareil, de manière générale, il y a plein de gens qui disent: «La culture coûte cher». Non, la culture est très accessible. Bah, comparé à certains pays. Par rapport à d'autres pays, voilà, mais même en France, quoi qu'il arrive, il y a plein de choses qui sont disponibles sur des tonnes de plateformes où pour voir des quantités de documentaires, d'histoires, de reportages qui vont nous apporter des regards sur le monde et justement, ça va nous donner des angles d'approche sur comment on peut aborder ça de manière photographique. Il y a quantité de musées qui s'étaient mis à faire des visites virtuelles pendant le Covid et c'est toujours accessible en ligne. Il y a quantité de choses. Il y a des tarifs sociaux qui existent pour plein de musées, pour plein de lieux. Non, la culture, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait démocratique et tout le monde peut y aller et il faut. Il y a, alors ça s'appelle plus un CE, ça s'appelle un CSE. Dans mon CSE, on a des réductions justement sur, alors des places de cinéma, mais ça c'est habituel, mais justement sur des passes culture ou sur justement des expositions ou des choses comme ça. Il n'y a pas que des réductions pour aller à la piscine ou aller au cinéma. Ou, voilà, il y a des possibilités justement d'aller voir autre chose, etc. Si vous habitez Lyon et vous aimez le cinéma et que vous aimez les bouquins, j'emmènerai pas Sébastien là-bas, mais il y a une bibliothèque aussi à l'Institut Lumière où ce sont que des livres sur le cinéma. Et c'est complètement dingue, il y a du travail de dingue. Et si vous trouvez pas, gentiment, ils vont vous chercher et ils vont vous le trouver, ils vont vous le commander. Moi, j'ai fait venir un bouquin des États-Unis qui était disponible uniquement aux États-Unis de Greg Fraser,
qui est le directeur de la photographie de Dune. Je te montrerai après le podcast, si tu veux. Euh, qui est le directeur de la photographie de Rogue One dans Star Wars. Enfin, c'est un grand directeur de la photographie, j'aime beaucoup son travail. Et en fait, on voit des choses complètement différentes sur un livre que sur un film, en fait. Donc, Oui, voilà, c'est des choses que j'aime bien aussi, c'est la transversalité de l'art. C'est-à-dire que des choses qui existent en peinture, en cinéma, vont avoir un impact sur de la photographie, sur de l'inspiration et vice-versa. Les arts sont poreux de ce côté-là et en fait, on a une richesse là-dessus qui peut nous inspirer et nous faire sortir des photos magnifiques parce que, et si en plus on conjugue différentes choses dans nos photographies, on va inclure ces éléments-là, ça peut être sublime. combien de musiques de films sont devenues cultes grâce au cinéma? Combien de musiques de publicité sont devenues cultes grâce à une pub? Euh, combien de... Ouais, en fait, vous avez des directeurs de la photographie qui ont été connus. Enfin, vous avez un mélange justement entre les différents arts. Vous avez le nombre de livres de Tolkien qui ont été vendus quand Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma, c'est complètement dingue. Mais en fait, c'est tout bête. Oui, voilà, bon, Mais la littérature nourrit énormément le cinéma, nourrit énormément le théâtre. Donc vous avez... oui, voilà, et pareil, bon, on peut parler d'un Lyonnais qu'on va mettre en avant, que j'ai connu il y a quelques années sur Instagram. Son compte s'appelle Dancing Lyon, tu le connais peut-être. Où en fait, c'est quelqu'un qui est fan de photos, qui est fan de danse, et du coup, il s'est dit, bon, en fait, on va mettre les deux en un. Ah, Donc, mais oui! il collabore avec beaucoup de danseurs amateurs très haut niveau ou des professionnels. Et son objectif, c'est de mettre en scène la danse dans la ville. La ville devient le théâtre, le ballet du danseur. Et c'est des choses qui sont magnifiques. Et on a fait conjuguer deux arts différents pour créer une photographie. C'est ça. Il y a... je sais pas si tu as vu, alors après, je suis pas forcément ouf de cette photo. Alors, elle est très jolie, il n'y a pas de souci, mais c'est la façon dont elle a été réalisée, c'est qu'ils ont pris un paquebot, enfin, ils étaient dans une croisière sur un paquebot, ils ont pris une danseuse qu'ils ont mis sur la proue, mais l'extrémité de la coque, pas, ils ont pas fait Titanic, quoi. Il y a tout le flotteur, en fait, sous le bateau. Oui, bah, Et vous avez une grosse boule, en fait, rouge sur ce bateau-là, qui est au bout du bateau. Ils ont mis la danseuse dessus, ils ont pris un Zodiac, machin, enfin... voilà. oui, bah ça c'est une photo de Mathieu Forget qui est fait avec la danseuse Victoria d'Auberville. Effectivement, en fait, c'est un reportage qu'il faisait sur la fonte des glaces et choses comme ça. Et vu que la danseuse, en fait, est sa compagne, ils se sont dit, là, il y a une inspiration, on va faire une photo un peu différente. Mais Mathieu Forget, il fait pas mal ça. Il a exposé au moment des JO parce qu'il a fait tout un livre photo, bon, à la base, un reportage, et après, c'est sorti en livre, sur comment, en fait, faire de la photographie avec des sportifs et les mettre dans des postures et des situations différentes pour sublimer les sports dans des lieux totalement Ouais, c'est ça. secourus. Il y en a qui sont au musée de la Marine, qui sont au Quai d'Orsay, dans des photos qui sont sublimes. Le livre est très sympa. Non, bah, j'ai pas vu le livre, j'ai vu quelques extraits de photos qui sont complètement dingues et autres. Mais ouais, il est doué. J'aimerais bien discuter avec lui un jour. Et moi qui aime le sport et moi qui aime la photo, je pense que ça peut être super intéressant d'échanger avec lui. Si tu nous écoutes, contacte-moi. Voilà. On est arrivé au terme des 12 questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou pas Non, moi je pense qu'on a été assez exhaustif, hein. Je pense que les gens ont compris que voilà, effectivement, je photographie, mais pas très souvent de manière générale. Et après, j'explore la photo par d'autres biais. Et il y a de la place pour tout le monde dans la photo. C'est pas parce qu'on n'est pas très doué, qu'on fait pas des photos sublimes, qu'on peut pas avoir sa place sur ce milieu-là, qu'on peut pas publier ce qu'on aime. Tant pis si on n'a pas beaucoup de likes et de followers sur Insta. La guerre de l'ego, la course à l'ego, ça n'apporte rien de manière humaine. Et après, on fait ce qu'on veut, quoi. Ben, moi, effectivement, je m'éclate à découvrir le travail des autres, à les soutenir, à aller visiter des expos, à acheter leurs albums. Par exemple, bah, j'ai soutenu Mathieu en lui achetant une photo parce que voilà, elle me plaisait. J'ai eu un coup de cœur quand je suis rentré on était à la mairie du 6e où Mathieu exposait et où là, j'ai été happé par une photo et à la fin, je lui dis comment je peux te soutenir. Il me dit, bah, si tu veux, je t'en vends une. Bah, du coup, j'ai acheté. Ça doit faire 2 ans et demi qu'elle est chez moi maintenant et il y a différentes formes de faire, quoi. Et elle est enfin accrochée au mur. Oui, parce que 2 ans et demi, j'ai dû mettre bien 1 an et demi avant de trouver la place et de demander à mon père de l'accrocher. Alors je vais rebondir là-dessus. J'ai reçu un texto hier soir ou avant-hier soir, donc il y a moins de 48 heures, d'une photo qu'on m'a achetée en 2020. Voilà, elle est enfin au mur. Il y a 48 heures. Voilà, ils ont mis 6 ans pour l'accrocher au mur. Et on va dire 5, parce que voilà, on est au début du mois.
On est au début de l'année. Mais voilà. Mais non, non, mais bon, après, il y a toute une histoire autour de cette photo-là, mais voilà. Mais ok. Bah, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir échangé. Je suis trop content que tu aies accepté. Je suis trop content de ce qu'on a produit là aujourd'hui. J'espère que les gens vont être contents de ce qu'on va transmettre, d'avoir des retours là-dessus. Mais, euh, mais je suis content d'avoir quelqu'un ouais, qui est pas forcément photographe en lui-même, mais qui adore les photos et qui adore tout le monde de la photographie. Donc voilà. Allez, je te remercie encore une fois, Sébastien, d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et comme dirait je ne sais plus quel youtubeur, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout, faites-vous plaisir. Et je vous promets que j'arrêterai de reprendre des slogans de youtubeurs photos à la fin de mes émissions. C'est le deuxième que je vais faire ça. En fait, à chaque émission, je reprendrai un youtubeur différent. Euh, voilà, ça va être mon mot de fin. À bientôt et rendez-vous le 28 pour l'épisode news.